Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui sur notre chaîne. Nous allons parler aujourd'hui du complexe articulaire de l'épaule. Donc le complexe articulaire de l'épaule est né du passage de la quadrupédie à la bipédie. Lorsque l'homme s'est relevé, son regard s'est porté plus loin. Ses membres antérieurs, initialement destinés à la locomotion, se sont spécialisés dans la préhension, dans la saisie d'objets. L'épaule compte 5 articulations, 3 vraies et 2 plans de glissement que nous allons décrire les unes après les autres. D'abord, nous allons présenter l'épaule et la situer globalement dans l'organisme. Alors, donc l'épaule, les articulations que nous avons décrites précédemment, elles peuvent être résumées sous un terme, le complexe thoraco-brachio-scapulaire. C'est-à-dire que l'épaule va mettre en jeu des éléments thoraciques, notamment la première côte et le sternum, et également la partie supérieure du grille costal qui va recevoir les muscles de la scapula, et l'épiphyse proximale de l'humérus, qui va former l'articulation la plus mobile de l'épaule, qui est la gléno-humérale. Cette articulation, contrairement à la coxo-fémorale, est plus mobile. Elle va avoir également une découverture antérieure, étant donné que le membre supérieur, à la base, le membre était antérieur, et le membre supérieur, peu à peu, s'est décalé latéralement. Il va donc y avoir une découverture antérieure de l'articulation qui sera source d'instabilité et de faiblesse. Alors, ensuite, on va dans un premier temps comparer le pelvis et la ceinture scapulaire, qui ont des caractéristiques bien distinctes. Donc d'abord, on sera ici, ce sera l'arrière, et ici, ce sera le médial. À gauche, je commence, donc c'est la même orientation pour les deux dessins. À gauche, on va d'abord commencer par faire le pelvis. Donc ici, le sacrum. Os central médian de la ceinture pelvienne, qui sera encastré entre les deux os iliaques. Et en avant, la symphyse pubienne. Et donc au fur et à mesure que la ceinture pelvienne apparaît, on remarque que celle-ci est fermée. Les deux os iliaques encastrent le sacrum. Il y a peu de mobilité hormis l'articulation coxo-fémorale. Et bien à droite, la ceinture scapulaire n'a pas exactement la même configuration. Donc, au niveau médian, on a ici T1, donc la première vertèbre dorsale, qui a encore l'allure d'une vertèbre cervicale inférieure, étant donné que c'est la première dorsale. On va avoir de part et d'autre K1, donc les premières côtes, qui vont s'articuler avec le sternum, qui est l'os antérieur du thorax, qui va recevoir les 10 premières côtes et s'articuler entre elles via les articulations chondrocostales. Ensuite, le membre supérieur, le complexe articulaire de l'épaule, va commencer ici avec les clavicules. Convexe vers l'avant sur ses deux tiers antérieurs, et ensuite concave vers l'avant. Convexe, concave. L'acromion, donc la saillie de la scapula, va suivre la clavicule latéralement, va la poursuivre et former l'articulation acromio-claviculaire. Et ici, je dessine les scapulas, anciennement appelées omoplates. Donc au fur et à mesure que le dessin apparaît, on remarque que la configuration osseuse permet à la ceinture scapulaire d'être plus ouverte. Donc elle aura plus de mobilité, mais aussi plus instable.
beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'articulation et donc beaucoup plus de mobilité. Nous allons maintenant détailler la ceinture scapulaire spécifiquement. On va simplement modifier légèrement l'orientation. Donc on est sur une vue supérieure. Donc ici on aura la gauche. On va utiliser la partie droite. Donc ici, j'efface volontairement le processus coracoïde qui surplombe la dernière articulation de l'épaule, qui est la gléno-humérale. Et la gléno-humérale, elle est orientée comme ceci. Et donc la tête humérale, donc située un peu en dessous du processus coracoïde, sera située comme ceci. En bleu, je dessine donc les vraies articulations dans un premier temps. Ici donc l'articulation sterno-claviculaire, articulation de type en selle, qui est le seul point d'attache articulaire du membre supérieur avec le squelette axial. Les éléments postérieurs, la scapula notamment, sera rattaché uniquement musculairement au gris-costal. La clavicule présente également sur son extrémité latérale une articulation avec l'acromion, l'articulation acromio-claviculaire qui sera de type plane. Peu de mobilité, mais qui va suivre les mouvements de la scapula contre le gris costal et très sujette au traumatisme. La troisième, la plus mobile, l'équivalent de la coxo-fémorale sur le membre supérieur, l'articulation gléno-humérale, de type sphéroïde qui autorise tous les mouvements dans les trois plans de l'espace. Ensuite, donc les plans de glissement que je vais représenter ici. La première, donc, sera ce qu'on appelle la scapulo-thoracique ou la scapulo-cérato-thoracique. Ici, je dessine le muscle subscapulaire qui s'attache sur la partie antérieure de la scapula. Ce muscle va répondre à du tissu adipeux, un plan cellulo-graisseux. Dans un second temps, la scapula va présenter un autre plan de glissement avec un autre muscle qui s'attache sur la face antérieure, le muscle dentelé antérieur. Eh bien, le dentelé antérieur va également présenter un plan de glissement entre lui et le gris costal. Ces deux plans de glissement entre les muscles et les plans cellulo-graisseux vont donner à la scapula une mobilité supplémentaire qui va bénéficier au complexe articulaire de l'épaule. La dernière articulation, qui n'est pas une vraie articulation, étant donné qu'elle met en jeu un muscle avec une gaine synoviale, la gaine synoviale sera présente à ce niveau-là, contre la face latérale de l'humérus. Ce plan de glissement est appelé l'articulation, si on peut l'appeler comme ça, subdeltoïdienne. Donc le muscle deltoïde, qui forme le galbe de l'épaule, va glisser contre la bourse synoviale subdeltoïdienne ici. Et alors en réalité, ce n'est pas une vraie articulation, mais ce plan de glissement, notamment dans le mouvement d'abduction, va permettre à l'épaule de gagner encore une amplitude supplémentaire. C'est l'addition de ces 5 articulations qui donne à l'épaule, qui confère à l'épaule son importante mobilité. On va voir que cette articulation, bien que très mobile, est aussi très instable, complexe articulaire et pas articulation, pardon, est également très instable et sujette au traumatisme. On va la détailler tout de suite, articulation par articulation. On commence par l'articulation sternoclaviculaire. Donc on va d'abord
la présenter en une vue dite éclatée, c'est-à-dire qu'on va séparer les surfaces articulaires pour pouvoir les décrire. Donc c'est une vue voilà, antérieure, on peut dire vraiment que l'avant c'est là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc dans un premier temps, je vais dessiner l'épiphyse proximale de la clavicule. La surface articulaire de la clavicule donc sera présente d'une part sur la face médiale qui est ici, une petite saillie articulaire qui va séparer la partie inférieure de la surface articulaire. Cette articulation est également appelée sterno-costo-claviculaire en raison de la présence de la première côte qui va participer à la configuration de cette articulation. Ensuite ici, je fais le manubrium sternal, qui est en fait la partie supérieure de l'os. Ici la fourchette sternale. Ici s'amarra le premier cartilage costal. Eh bien la première côte va passer en dessous. Et c'est son premier cartilage, c'est son cartilage costal qu'on représente ici, qui va participer, qui va être présent dans l'articulation. La première côte va également servir de relais ligamentaire très important pour la stabilité de cette dernière. La surface articulaire sternale sera inversement conformée. Et c'est donc cette articulation, donc cette partie-là va aller au niveau du sternum et cette partie-là va plutôt aller au niveau du premier cartilage costal, bien que ce soit une seule et même articulation. La particularité de la sternoclaviculaire est que les deux surfaces articulaires sont séparées par un disque articulaire, une lentille biconcave, qui va donc séparer la cavité articulaire en deux. Et cela va avoir pour conséquence une amélioration de la mobilité de cette articulation. Je m'explique. Une articulation de type ancelle, c'est un peu comme si on mettait en jeu deux anneaux qui ne sont pas orientés de la même manière. Ils sont un petit peu entrelacés, comme ceci. En fait, le but du disque articulaire, ça va être justement d'écarter les deux anneaux entre eux. Et c'est ça qui va lui conférer son dernier degré de rotation. Alors, ça c'est le sternum, ça c'est la clavicule, pour faire simple. Donc, en théorie, une articulation en selle peut bouger dans deux plans de l'espace, selon le grand axe d'un anneau, selon le grand axe de l'autre. Le fait qu'on mette une petite lentille entre les deux anneaux va écarter les surfaces articulaires. Ainsi, elles pourront faire les mouvements initiaux de l'articulation, mais également un petit mouvement de rotation axiale. Étant donné que les surfaces articulaires ne se touchent pas, ce mouvement est permis par la présence du disque articulaire. Ensuite, parlons de la stabilité de cette articulation. Très peu sujette au traumatisme, car très stable. Il peut y avoir, à cause de ce disque articulaire, un petit ressaut. C'est-à-dire que le disque articulaire va se subluxer et elle peut faire des petits bruits, on appelle des craquements, qui sont complètement bénins.
D'un point de vue ligamentaire, au niveau supérieur, vous avez le ligament interclaviculaire, appelé aussi ligament jugal. Donc il va relier les bords supérieurs des deux clavicules. Vous allez avoir également un ligament supérieur, un ligament antérieur et un ligament postérieur. On peut reporter ces insertions sur le manubrium. Ligament supérieur, ligament antérieur. Alors le ligament postérieur, on ne le verra pas, mais si on devait le mettre, il serait ici. Après l'insertion de la capsule qu'on va mettre juste après. Le ligament le plus puissant de cette articulation, c'est le ligament costoclaviculaire, qui va partir de la face inférieure de la clavicule jusqu'à la face supérieure de la première côte. C'est ce ligament qui rend cette articulation stable. Il empêche la clavicule d'aller vers le haut. Donc il maintient la clavicule dans sa cavité articulaire. Il nous manque l'insertion de la capsule que je vais rajouter en pointillé. Donc tous les ligaments, toutes les structures que l'on a décrites, hormis le disque articulaire, sont extracapsulaires. L'articulation donc va prendre en compte, la capsule articulaire, va prendre en compte évidemment les cartilages articulaires, le disque articulaire, et également donc le premier cartilage costal. D'où aussi son appellation de sternocostoclaviculaire. Voilà pour la sternoclaviculaire. On va maintenant passer à l'articulation acromioclaviculaire. Donc c'est l'articulation entre l'épiphyse distale de la clavicule avec l'acromion. L'acromion qui est une saillie articulaire de la scapula, qui part de l'épine de la scapula et qui va ensuite saillir latéralement, antérolatéralement pour aller chercher l'épiphyse distale de la clavicule. Toujours une vue antérieure, donc ici supérieure médiale. Donc dans un premier temps, on dessine le corps de la clavicule dans sa totalité. Tant qu'on y est, avant de parler de l'acromioclaviculaire, on va schématiser un petit peu les ligaments que l'on a décrits précédemment, afin d'avoir une vision la plus globale possible. Voilà, ici colonne vertébrale. Le manubrium sternal est en regard de T2, T3, à peu près. Donc ici c'est T1. Donc rapidement, avant de passer à l'acromioclaviculaire, le ligament jugal, qui va jusqu'à la clavicule contralatérale, le ligament supérieur ici, le ligament antérieur ici, ici le premier cartilage costal, et le ligament costoclaviculaire ici. Très puissant, et il est renforcé par le muscle subclavier qui part également de la face inférieure de la clavicule jusqu'à la première côte. Ici, vous allez également avoir le muscle scom, sternoclédo-occipito-mastoïdien, qui va stabiliser activement l'articulation par sa contraction. Et le muscle grand pectoral, faisceau supérieur. Voilà, que je dessine de manière très schématique. On le détaillera dans une autre vidéo. Revenons à nos moutons. L'épiphyse distale de la clavicule, donc, elle termine en biseau. Ce qui fait que cette articulation est configurée pour empêcher l'abaissement de la clavicule. Donc l'acromion, c'est cette saillie qui part de l'épine de la scapula, donc face postérieure. Ici le processus coracoïde.
la scapula. Voilà, et la gléno-humérale, elle sera ici. Voilà, la gléno-humérale, je la détaille après, donc l'humérus, je le fais de manière très schématique. Donc cette articulation, elle est de type plane. Donc elle peut glisser un peu dans tous les plans de l'espace. Elle peut faire des bâillements antérieurs et postérieurs, des bâillements supérieurs et inférieurs qui auront lieu notamment dans les mouvements d'abduction et d'abduction. Et elle fait également des petites rotations, comme ceci. Les surfaces articulaires, elles sont ici. Donc elle met en jeu face latérale de l'épiphyse distale de la clavicule avec la face médiale de l'acromion. D'un point de vue ligamentaire, donc la capsule, elle s'insère au pourtour des cartilages articulaires. Voilà, si on la fait en pointillé, elle serait là. D'un point de vue ligamentaire, cette articulation est stabilisée par 4 petits ligaments qui sont des renforcements capsulaires. Un supérieur, un inférieur, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur qui est l'équivalent du faisceau antérieur mais sur la face postérieure. Je passe assez rapidement sur ces ligaments car ce ne sont pas les plus importants. Les ligaments les plus importants de l'articulation acromioclaviculaire sont bel et bien les ligaments à distance, les ligaments coracoclaviculaires qui eux vont stabiliser la clavicule et l'empêcher d'aller vers le haut. Alors, 3 ligaments sont à décrire. Donc ils sont sur la partie horizontale du processus coracoïde en forme de corbeau. Ligament trapézoïde, ligament conoïde et ligament coracoclaviculaire médian, qui est un épaississement du fascia clavipectoral. Le ligament trapézoïde est le ligament le plus latéral. Comme son nom l'indique, il a une forme de trapèze que l'on va essayer de faire au mieux. Voilà. Hop. Ici, ligament trapézoïde. En dedans, vous avez le ligament dit conoïde, en forme de cône. Et enfin, donc, le ligament coracoclaviculaire médian, lui, il va aller s'arrimer proche du subclavier. Et vous allez avoir donc le ligament qui apparaît. Alors ici, je le fais apparaître sur la clavicule, mais il est bien sur la face inférieure. Ici. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, pour que ce soit mieux, on va rendre ça moins opaque pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, voilà, on va déjà. Donc l'insertion, elle est ici, proche du muscle subclavier. Et vous avez l'insertion donc coracoclaviculaire médian. Ensuite, ligament conoïde ici. Et ligament trapézoïde ici. Alors, ces ligaments donc, sont très importants pour la stabilité acromioclaviculaire qui vont donc l'empêcher d'aller vers le haut. Ces ligaments sont très sujets au traumatisme, notamment tous les sports avec des projections et avec des chutes sur le moignon de l'épaule. Donc vous avez le judo, vous avez le rugby, vous pouvez même avoir le foot, tous les sports de combat avec des projections, donc la liste elle n'est pas exhaustive. Dès que vous avez une chute sur le moignon de l'épaule, vous avez un risque de léser vos ligaments acromioclaviculaires. Ces ligaments, s'ils sont instables, s'ils ne fonctionnent plus, ils vont induire une hyperlaxité articulaire de la clavicule. On aura une clavicule donc, qui sera très mobile lorsqu'on appuiera dessus. On appelle ça une clavicule en touche de piano,
en raison du coup de la sensation que ça fait lorsque vous appuyez sur une clavicule, une acromioclaviculaire instable. Comment soigne-t-on une articulation acromioclaviculaire instable? Comme toute articulation, lorsque les ligaments ne marchent plus, ce sont les muscles qui doivent prendre le relais. Et cette articulation, elle est notamment stabilisée par deux muscles. Le faisceau supérieur du trapèze et le faisceau antérieur du muscle deltoïde. Si on schématise leur trajet, ça va faire comme ceci. Donc le trapèze supérieur, il va aller vers la protubérance occipitale externe. Et le deltoïde antérieur va aller vers la terminaison du muscle deltoïde, à savoir le V deltoïdien. Ce sont ces muscles qu'il faudra renforcer pour améliorer la stabilité de l'articulation gléno-humérale. Ensuite, nous pouvons passer aux articulations suivantes. On va parler donc de l'articulation la plus mobile et la plus importante, l'articulation gléno-humérale. Toujours en vue antérieure. Elle va mettre en jeu la scapula, qui va présenter la surface articulaire suivante, qu'on appelle la glène scapulaire, d'où le nom gléno-huméral. Le processus coracoïde surplombe légèrement l'articulation gléno-humérale, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas la schématiser correctement. Autrement, elle a une forme ovalaire, elle est comme ceci. Ensuite, l'autre surface articulaire, c'est bien sûr la tête humérale, la partie convexe de l'articulation. Les deux surfaces articulaires sont orientées vers le haut. Initialement, l'humérus, le membre antérieur, comme son nom l'indique, était situé en avant. Le fait de s'être relevé et d'avoir viré ses membres de la fonction locomotrice a déjeté latéralement l'humérus. Ça veut dire que la partie antérieure de l'articulation gléno-humérale sera très instable. Déjà parce que les deux surfaces articulaires ne sont pas du tout congruentes. Donc les auteurs, les biomécaniciens comparent cette articulation à un pamplemousse, qui serait la tête humérale, sur un plateau. Donc ça vous donne une idée de l'instabilité de cette articulation, qui va devoir compenser, justement, cette instabilité. Elle la compense partiellement. Déjà, vous avez la présence d'un fibrocartilage en forme d'ado, qu'on appelle le labrum, triangulaire à la coupe. Ce petit anneau, donc est recouvert de cartilage hyaline sur sa face profonde, va solidariser la tête humérale avec la glène. Il va améliorer la congruence. Congruence, c'est le point de contact entre les articulations, le niveau de contact entre les surfaces articulaires. Vous allez avoir également des ligaments. Avant juste de parler des ligaments, j'ai un petit point. On va parler un petit peu d'anatomie comparative, donc ici le sillon intertuberculaire. Vous remarquez que l'humérus, contrairement à la coxo-fémorale, est dépourvu de col. La tête fémorale, vous allez avoir un col comme ceci. Avec 2/3 de sphère. Pourquoi le col s'est mis à disparaître? Tout simplement parce que la gléno-humérale en a moins besoin. Pour faire son mouvement d'abduction, le deltoïde, notamment, va s'attacher très bas. En regard du V deltoïdien, c'est sur la partie moyenne de la diaphyse humérale. Donc le bras de levier du deltoïde est déjà puissant.
Donc pour mobiliser l'articulation gléno-humérale, il n'a pas tant besoin du bras de levier que pourrait lui conférer le col huméral. La coxo-fémorale, elle a le moyen fessier pour faire de l'abduction qui s'attache sur la face latérale du grand trochanter, donc le bras de levier est très faible. Donc le moyen fessier a besoin de la présence du col fémoral pour mobiliser l'articulation. Alors là, je ne peux pas lever ma jambe, mais si je pouvais, croyez-moi, je le ferais. Hop. Ensuite, on revient sur la gléno-humérale et on va parler des ligaments. Pour cela, on va utiliser un autre calque. On va supprimer les autres. Non. Et je refais rapidement une vue antérieure, car là, on a séparé les surfaces articulaires. J'aimerais, pour décrire les ligaments, qu'elles ne le soient plus. Même orientation. Alors ici, du coup, donc on a volontairement fait reculer le processus coracoïde pour avoir une bonne visibilité sur les éléments capsulo-ligamentaires. Donc ici le tubercule majeur, ici le tubercule mineur, qui sont l'équivalent des petits et grands trochantères pour la coxo-fémorale. Entre les deux, sillon intertuberculaire qui deviendra le sillon du long biceps, dont on va également parler. On va parler d'abord de la capsule. La capsule articulaire donc, va s'attacher au pourtour des cartilages. Et elle va présenter surtout des replis inférieurs, des freins. Donc l'articulation gléno-humérale est une articulation extrêmement mobile. Elle bouge surtout, son mouvement le plus pratique, le plus utilisé, c'est le mouvement d'abduction. Donc pour cela, la capsule doit permettre ce mouvement, d'où la présence de petits freins capsulaires et de petits récessus. Le but, c'est de donner du jeu à la capsule et qu'elle ne soit jamais en tension. Ainsi, on peut aller en abduction maximale. D'où ces petits replis. Cette capsule peut être atteinte notamment lors des pathologies de l'algoneurodystrophie. Elle va avoir donc c'est surtout après les opérations chirurgicales ou après un épisode dépressif, vous pouvez avoir une perturbation du système neurovégétatif local qui va donner ce qu'on appelle une capsulite rétractile. Donc cette capsule, comme son nom l'indique, va se rétracter et va diminuer tous les mouvements de l'épaule et donner une épaule dite gelée. Donc la kiné et l'ostéopathie sont notamment des bonnes solutions pour cette pathologie. Il est conseillé, lorsque vous avez une opération de l'épaule, de faire une cure de vitamine C pour éviter l'algoneurodystrophie. Ensuite, les ligaments. 3 ligaments gléno-huméraux, un supérieur, un moyen et un inférieur. Je reviens juste rapidement sur la capsule car regardez, j'ai fait une petite erreur. Elle prend en compte le tubercule supraglénoïdien. Vous avez notamment le long biceps qui s'y insère et qui va avoir un trajet intracapsulaire. J'y reviendrai après avoir décrit les ligaments. Donc ici, 3 ligaments, un faisceau supérieur qui va terminer au niveau de la fosse supratuberculaire. Donc là, on va rajouter les surfaces articulaires pour que vous compreniez bien la terminaison du gléno-huméral supérieur. Donc si on fait la surface articulaire ici, donc c'est un tiers de sphère, elle va présenter une fosse comme ça. Et bien c'est là, au niveau de cette fosse, que le ligament va terminer. Donc au niveau de son trajet, ça donne cela. Ensuite, on va avoir le faisceau moyen qui va terminer sur le bord médial du tubercule mineur.
Voilà, son insertion peut être même mise un petit peu plus haute. Je vais simplement effacer celui-là. Son insertion est quand même un petit peu plus haute. Voilà, ici. Et termine donc sur le bord médial du tubercule mineur. Voilà, le faisceau moyen qui apparaît, qui va être renforcé par le muscle subscapulaire, dont le tendon termine sur le tubercule mineur. Subscapulaire très important dans la biomécanique gléno-humérale, car il fait partie de la coiffe des rotateurs. On reviendra sur cette structure plus tard, quand on fera une vidéo dédiée à la coiffe. Ici, le ligament gléno-huméral inférieur qui se termine sur la partie antéro-inférieure du col chirurgical. Donc le col anatomique est quasiment inexistant. Le col chirurgical, c'est cette zone de rétrécissement que vous voyez ici, qui est également très sujette au traumatisme. Les fractures de l'épiphyse proximale de l'humérus sont assez souvent à ce niveau-là. Ils peuvent d'ailleurs entraîner des paralysies des structures vasculo-nerveuses qui sont adjacentes, notamment le nerf axillaire. On reviendra dessus. Donc tout à l'heure, j'ai corrigé mon erreur sur la capsule car elle prend en compte le tubercule supraglénoïdien où va s'attacher le muscle long biceps. Et le muscle long biceps, il va avoir un trajet intracapsulaire, très important dans la stabilité de l'épaule, extrasynoviale. Et donc ensuite, il va cheminer dans le sillon intertuberculaire qui va ensuite prendre le nom de sillon bicipital. Ce sillon est fermé notamment par le ligament transverse de l'humérus. On va maintenant parler luxation de gléno-humérale. Entre les ligaments gléno-huméraux, vous allez avoir, sur un autre calque, vous allez avoir deux espaces. Un espace entre les faisceaux supérieurs et inférieurs, qu'on appelle l'espace de Weibrecht. Donc c'est cet espace avec l'espace inférieur qu'on appelle le foramen de Rouvière entre les faisceaux moyens et inférieurs. C'est à travers ces espaces que la tête humérale peut passer dans le cadre des luxations antéro-internes. Les luxations antéro-internes sont également provoquées par le muscle subscapulaire qui s'attache ici donc sur une majeure partie du corps de la scapula et qui va du coup s'attacher comme ceci. Donc lors des luxations antéro-internes, donc la tête humérale peut passer dans le foramen de Weibrecht par exemple, donc l'espace inférieur. La tête humérale va être tractée par le subscapulaire et finir de provoquer la luxation antéro-interne. Elle peut également passer dans le foramen de Weibrecht. Il me semble avoir confondu que ce soit l'espace de Weibrecht, l'espace supérieur, ou l'espace de Rouvière, l'espace inférieur. La tête humérale peut passer à travers. Ces zones de faiblesse, cette découverture antérieure, correspond à la faiblesse principale de cette articulation, donc très sujette aux luxations. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sujette à d'autres pathologies. Elle est sujette à l'arthrose, elle est sujette à la polyarthrite rhumatoïde, elle est sujette à la spondyarthrite ankylosante, elle est sujette à la pseudo-polyarthrite rhizomélique, donc à une tonne de pathologies rhumatismales, des pathologies tendineuses, des conflits sous-acromiaux, des tendinites du supraépineux, des ruptures de la coiffe. Enfin, il y a une infinité de pathologies, de sursollicitation, de dégénérescence, de traumatisme, de rhumatisme, qui font de cette articulation quand même un sacré bouc émissaire. On continue sur la gléno-humérale. On va regarder maintenant ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation. Alors je fais d'abord une vue latérale pour montrer les terminaisons tendineuses et la voûte sous-acromiale et après je montre
l'intérieur de l'articulation. Donc dans tous les cas, ce sera vue latérale. Ensuite, donc d'abord la vue latérale avec la tête humérale avec le tubercule majeur. Le sillon bicipital ici et le tubercule mineur. Voilà, on termine ici la tête humérale sur une vue latérale. On voit également la saillie de l'acromion et le processus coracoïde qui saille vers l'avant. Il y a un ligament dont on n'a pas parlé, c'est le ligament coraco-acromial qui va relier l'acromion au processus coracoïde. Donc ce ligament va fermer l'espace inférieur, cet espace-là, que l'on va appeler la voûte coraco-acromiale. Vous allez également avoir un autre ligament dont on n'a pas parlé, c'est le ligament coraco-huméral, qui va partir de la branche horizontale du processus coracoïde et qui va relier les deux tubercules majeur et mineur. Un faisceau pour le tubercule majeur, un faisceau pour le tubercule mineur. Entre les faisceaux de ce ligament va passer le long biceps. Si on veut vraiment faire son trajet, il va passer comme ceci. Donc il part du tubercule supraglénoïdien, en bas et en avant du processus coracoïde. Sur la vue latérale, on peut voir également le muscle supraépineux qui termine sur la face postéro-supérieure du tubercule majeur. On peut voir également le muscle subscapulaire. Voilà, très schématique, simplement pour visualiser son trajet. Ces muscles glissent entre eux ils glissent par rapport à l'acromion grâce à l'action de ces structures qui sont les bourses synoviales. Ces bourses synoviales permettent le glissement des tendons sous les structures osseuses et ligamentaires de la voûte coraco-acromiale. C'est grâce à elles que ces tendons peuvent fonctionner correctement. Or, la voûte coraco-acromiale, c'est un espace assez réduit, qui se réduit encore plus dans les mouvements d'abduction et même dans les mouvements de rotation interne. Ces mouvements-là peuvent coincer les tendons et peuvent faire ce qu'on appelle des conflits sous-acromiaux, notamment le muscle supraépineux. Alors, ces muscles-là, les trois muscles que l'on décrit là, ce sont des muscles qui font partie du groupe musculaire que l'on appelle la coiffe des rotateurs. Donc la coiffe des rotateurs, comme leur nom l'indique, ils vont donc agir sur la rotation notamment de la gléno-humérale pour la plupart d'entre eux, et vont coiffer la tête humérale et la stabiliser. Lors des mouvements de la gléno-humérale, ils sont sans cesse en contraction pour recentrer la tête humérale. Dans le cadre des ruptures de la coiffe, cette fonction de recentrage est altérée. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites une prothèse, les prothèses sont configurées de la manière suivante. C'est-à-dire qu'ils vont faire une prothèse inversée. Le principe de la prothèse, c'est de mettre la glène convexe et l'humérus concave. Ainsi, la fonction de recentrage articulaire n'est plus nécessaire. Donc, en résumé,
cette articulation est sujette tout de même à de nombreuses instabilités, bien que très mobile et très utile. Ensuite, on va pouvoir visualiser ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va enlever volontairement l'humérus. La surface articulaire, donc elle est un petit peu en forme ovalaire comme ceci, on va la mettre un peu plus basse. Voilà. Ici, la glène. Ensuite, le labrum. Et on peut continuer en faisant le corps scapulaire. Donc, une partie voilà, ici, donc c'est la face antérieure, en arrière la face postérieure. Ici, le processus coracoïde. Et en arrière, l'acromion. Sur cette vue-là, on peut donc visualiser le long biceps ici. Donc la proximité avec l'articulation est remarquable. Donc une inflammation de l'articulation peut retentir sur le long biceps, et un long biceps qui ne fonctionne pas, qui dysfonctionne, peut avoir évidemment un retentissement sur la gléno. En bas, muscle long triceps. En avant, muscle subscapulaire. Donc ici, on a le courbiceps et le coracobrachial qui ne sont pas loin non plus et qui auront un impact sur la gléno-humérale. On verra quand on fera la physiologie articulaire de l'épaule. Ici, on va avoir l'infra-épineux. En haut, on aura le supra-épineux. Et on peut rajouter également le dernier muscle de la coiffe, le petit rond. Les bourses synoviales. C'est souvent au niveau des bourses synoviales d'ailleurs que sont présentes les nocicepteurs. C'est souvent elles qui sont responsables de la douleur. Donc, lors des infiltrations, par exemple, c'est souvent ces structures-là qu'on essaye d'anesthésier et qui donnent en général de bons résultats. Le ligament coraco-acromial qui ferme la voûte coraco-acromiale. Donc on a ce qu'on pourrait appeler un néo-acétabulum, cette cavité semi-rigide, en même temps souple et en même temps rigide, qui est censée pouvoir résister à tout. C'est vraiment la faiblesse ligamentaire, la faiblesse antérieure qui dessert à cette articulation. Et on a terminé pour la gléno. Il nous manque maintenant les fausses articulations, les plans de glissement. Et on va commencer par l'articulation scapulo-thoracique. On fait une vue supérieure, ici ce sera l'avant et ici le dehors. On va commencer par faire une vertèbre dorsale. Car la scapula n'est pas en contact uniquement avec la première côte, elle est en contact avec la partie supérieure du grécostal. Son angle inférieur va jusqu'en T7.
Donc ici la costo-vertébrale correspondante. Avec le manubrium sternal, ou le sternum selon la côte dans laquelle nous sommes. Et donc ici, on va avoir le corps de la scapula. On a volontairement sectionné le coracoïde pour une meilleure compréhension. Ici, l'humérus avec tubercule mineur et tubercule majeur. Donc ici, deux muscles responsables en rapport avec les plans cellulo-graisseux dont on a parlé tout à l'heure. Le muscle subscapulaire qui termine sur le tubercule mineur. Et le muscle dentelé antérieur qui termine sur les 10 premières côtes. Alors, on va le refaire, sinon on ne pourra pas bien. Voilà. Le dentelé antérieur. Les plans cellulo-graisseux sont entre le dentelé antérieur et le gris costal, donc un plan cérato-thoracique. Le terme cérato-cératique renvoie au muscle dentelé antérieur. Et un plan homocératique. Ce type articulaire, donc pas vraiment une articulation, on va dire cette configuration anatomique est appelée cysarcose. Donc elle met en jeu ces deux plans de glissement qui vont permettre à la scapula de glisser sur le gris costal. Si vous mettez votre main sur l'omoplate et que vous bougez votre omoplate, vous vous rendez compte que l'os est quand même relativement mobile par rapport au gris costal. Donc qui dit pas de cartilage articulaire, pas de capsule, pas de ligament, dit ni de dégénérescence, pas de processus arthrosique ou pas de pathologie rhumatismale. En revanche, cette articulation est maintenue par tous les muscles qui s'attachent sur la scapula. Donc ces muscles-là sont en permanence garants du maintien de l'articulation. Donc on peut aisément comprendre qu'ils soient fatigables et sujets du coup à des contractures, notamment les éléments supérieurs qui sont souvent mis à rude épreuve. Par exemple, chez les gens qui ont un plan de travail pas adapté, qui sont tout le temps sur l'ordinateur, par exemple. Ça touche très peu de personnes aujourd'hui, ça, par exemple. Pour la scapulo-thoracique, c'est bon, on reviendra sur les muscles qui agissent sur cette dernière lorsqu'on fera la physiologie articulaire de l'épaule. Dernier plan de glissement dont on doit parler, c'est l'articulation subdeltoïdienne ou sous-deltoïdienne. Vue antérieure. Ici, la glène scapulaire. Ici, l'humérus. Voilà, dont on doit dessiner au moins la partie, voilà, jusqu'à la partie moyenne de la diaphyse. Voilà, sillon chipote, on a sillon intertuberculaire, tubercule mineur ici, la surface articulaire ici. On va tout de même dessiner l'acromion, car c'est là d'où le deltoïde part, notamment le deltoïde moyen. Donc le deltoïde, il va partir de la clavicule, de l'acromion et de l'épine de la scapula. Et il va terminer sur la partie moyenne de la diaphyse, sur la face latérale, au niveau de sa tubérosité qu'on appelle le V deltoïdien. Ce muscle possède une bourse rétrotendineuse ici, qu'on appelle bourse subdeltoïdienne. Et lors de sa contraction, le muscle deltoïde
va glisser contre cette bourse subdeltoïdienne. Et c'est ce glissement qui va permettre encore à l'épaule de gagner de l'amplitude supplémentaire. Cette bourse est assez sujette aux inflammations et souvent responsable de douleurs, douleurs scapulaires. Donc c'est souvent l'infiltration de la bourse subdeltoïdienne qui permet d'améliorer les symptômes. Donc on a fait le tour de ce complexe articulaire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.